il est 19 h. J'accueille maintenant Maxime Brandstetter et Oksana Leuta. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes rentrés d'Ukraine vendredi soir. Maxime, vous êtes journaliste, reporter pour BFM TV. Oksana, vous êtes enseignante, vous êtes ukrainienne et vous êtes ce qu'on appelle une fixeuse. Vous aidez les équipes, les journalistes sur le terrain dans votre pays. Vous formiez avec Frédéric Leclérimov une de nos équipes sur le terrain en Ukraine. Frédéric avait 32 ans, il était JRI, journaliste et reporter d'image. Il a été victime d'un éclat d'obus alors que vous suiviez tous les trois un convoi humanitaire, une opération dans un véhicule blindé de la police ukrainienne. Je voudrais tout d'abord vous faire part à vous deux, à la famille de Frédéric, à leurs proches évidemment, et au nom de BFM TV, de notre infinie tristesse, de notre soutien évidemment, et puis aussi notre fierté pour le travail que vous avez effectué en Ukraine. Et je voudrais commencer avec la plus simple des questions, mais je sais que beaucoup de nos téléspectateurs se la posent. Je voudrais savoir comment vous allez, comment vous vous sentez ce soir. Ça va comme ça peut aller, quoi. On traverse différentes phases. Je sais que moi, j'ai beaucoup pleuré les 2-3 premiers jours. C'est un peu calmé. Maintenant, c'est plus à chaque fois que je revois des gens qui me ramènent à Fred que j'ai beaucoup d'émotions. Mais voilà, on avance. Et je sais que moi, personnellement, je veux faire tout ce qui est possible pour rendre hommage à Fred et nous en tirer le mieux possible de cette histoire, avec son souvenir, mais le moins de séquelles possible. Qu'est-ce que vous ressentez, Oksana ? Moi, je suis triste et je suis en colère. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire sur mon état. Ce drame a eu lieu lundi. Je le disais, vous êtes rentré vendredi. Vous êtes avec nous ce soir, chez vous, Maxime. Je sais que c'est important pour vous d'être là. Pourquoi c'est important pour vous d'être là ? Déjà parce que en parler, ça fait du bien. On le racontera peut-être tout à l'heure, mais dans mon malheur, je suis tombé sur un officier de sécurité qui m'a tout de suite dit qu'il fallait en parler le plus possible pour atténuer le traumatisme. Ça fait du bien de parler de Fred, ça fait du bien de parler de qui il était. Après, pour en parler, de toute façon, on a nos proches, tous ses amis, sa famille. Mais moi, je sais que personnellement, je voulais venir aussi ici ce soir parce que j'en ai déjà parlé à des collègues, à des amis, à ses parents. Et je me suis rendu compte que c'était important pour tous ces gens de savoir exactement ce qui s'était passé, ce qui était arrivé à Fred. Ils en ont besoin, ils en avaient besoin. Et ce que je veux faire ici, c'est pouvoir livrer un récit que toutes les personnes qui en ont besoin, qui ont envie de savoir ce qui s'est passé, pourront regarder et savoir ce qui lui est arrivé. Évidemment, on va faire ce récit. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé cette journée de lundi. Oksana, ça représente quoi pour vous d'être ici ce soir, de raconter ce qui s'est passé ? Je rejoins à ce que dit Maxime. Je pense que c'est très important que le monde entier entende ce qui s'est passé avec Frédéric. Et pour moi, c'était également très important de faire ça pour la première fois ensemble avec Maxime. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Vous êtes rentré vendredi soir, je le disais. Frédéric rentrera lui mercredi. Son corps rentrera en France mercredi. Ce retour, vous l'avez fait notamment avec nos équipes, une partie de nos équipes qui étaient sur place. Et je sais que votre lien, votre contact avec la famille de Frédéric a été très important, Maxime. Ouais, ses parents sont venus nous accueillir à la descente de l'avion. Ça a été les premières personnes que j'ai vues et c'était pas facile. Je vous avoue que j'avais pas envie de monter dans cet avion, j'avais pas envie de quitter l'Ukraine. Parce que tout ça fermait des portes par rapport à Frédéric, mais depuis que je l'ai fait, je me sens mieux. Je sentais que je lui devais ça, de parler à ses parents, d'échanger avec eux, de me rapprocher d'eux, de me sentir proche, d'embrasser sa mère. Et en plus, ils ont été vraiment adorables avec nous. Sa mère nous a immédiatement dit qu'on n'avait pas à nous en vouloir, etc. On a beaucoup pleuré. C'était des personnes admirables, franchement. Pour moi, l'arrivée en France n'a pas été facile parce que c'est la première fois que je sors du pays en guerre. Mais je trouve très important ce que nous faisons et j'étais très heureuse, pas heureuse, non, mais je trouvais ça très important de voir les parents de Frédéric, pareil, de parler avec eux, s'échanger, les voir, les toucher, les comprendre. Aussi voir Frédéric un tout petit peu en eux et pouvoir discuter avec eux. Vous savez que les premiers mots de la maman de Frédéric ont été pour vous. Oui. Et ils ont voulu savoir immédiatement comment vous alliez. J'imagine que c'était
aussi important de pouvoir lui témoigner de ce que ça a représenté pour vous, ce moment. Ouais, c'est pas facile parce que on est rentré sans son fils, quoi. Et mais on a passé les derniers instants avec son fils. C'était important qu'on puisse la voir, lui raconter, la serrer dans nos bras, lui témoigner tout l'amour qu'on avait pour lui, qu'il avait pour elle. Et je sais pas, c'était une communion. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas. Et j'espère que dans leur malheur, ça leur a fait peut-être un peu de bien aussi. Je voudrais, parce que une nouvelle fois, je sais que c'est très très important pour vous. On va maintenant ensemble regarder ce qui s'est passé. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Cette journée de lundi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, écrites, racontées sur cette journée. Vous seul étiez sur place. Vous seul pouvez aujourd'hui établir les faits, la vérité de cette journée dramatique. Vous formiez donc ce trio sur le terrain, à l'est de l'Ukraine, pour BFM TV, pour raconter cette ligne de front mouvante. Et vous l'avez fait notamment dans mon émission à de nombreuses reprises. Vous l'avez raconté aussi dans l'émission Reporter de guerre, à laquelle d'ailleurs Frédéric a participé face à la caméra. Vous étiez donc dans un convoi humanitaire. Je voudrais qu'on prenne le temps de repositionner les choses. Déjà avant, comment est-ce que vous entendez parler de ce convoi? Comment est-ce que vous décidez d'y aller? Racontez-nous, s'il vous plaît. Il y a 2 villes qui en ce moment sont sous le feu des Russes, Severodonetsk, dont on parle beaucoup, et Lysychansk, qui est la ville voisine en fait de Severodonetsk. Severodonetsk, c'était hors de question qu'on y aille parce que les Russes étaient déjà à l'intérieur, il y avait des combats de rue et que c'était beaucoup trop dangereux. Lysychansk, c'était encore sous contrôle ukrainien, bombardé mais accessible, avec des gens qui évacuaient, des gens à qui on devait apporter de la nourriture. Et on avait fait un premier sujet parce qu'il y a grosso modo 2 grandes routes qui permettent de relier le Donbass avec le reste du Donbass avec Lysychansk. Et il y en a une qui était totalement coupée parce que sous le feu des Russes, trop dangereuse et on ne pouvait pas y accéder. Des militaires avaient pu nous la montrer, on a avancé sans aller trop loin. Et on leur a demandé, mais comment vous faites pour porter des provisions là-bas? Et ils nous ont parlé de cette 2e route qui était aussi dangereuse mais qui était accessible. Qu'ils ne nommaient pas. C'était important aussi pour eux de garder cette route plus ou moins sécurisée pour pouvoir amener de l'aide humanitaire et évacuer les gens. Est-ce qu'à ce moment-là, vous savez quelle est la fréquence de ces convois? Est-ce que vous identifiez ce à quoi ressemblent ces convois, ce qu'ils transportent? Est-ce qu'on vous donne toutes les informations rapidement? Vous réussissez à les collecter? Il y en a plusieurs. En fait, il y a ceux qui sont organisés un petit peu par la région, qui sont dans des camions blindés, comme on a fait. Il y en a aussi qui vont avec leur propre voiture, qui prennent des volontaires, en fait, qui font ça eux-mêmes, qui prennent des risques pour y aller. On sait qu'ils essaient de faire en sorte que ces convois qui amènent des provisions et qui ramènent des gens soient quotidiens. Mais ça dépend à chaque fois de la situation. Chaque matin, ils examinent la situation. Parfois, ils n'y vont pas parce que c'est trop dangereux et parfois, ils y vont. Donc, vous avez entendu parler de ce convoi, vous avez pris ces informations. Je voudrais qu'on raconte ça à nouveau parce que c'est très important. Nous l'avons fait ensemble, Maxime, Oksana, dans l'émission Reporter de guerre, raconter le processus de prise de décision dans un terrain en guerre parce que c'est capital. Ça veut dire qu'ensuite, vous vous êtes réunis tous les 3, vous avez parlé de l'opportunité de ce reportage, vous échangez avec la rédaction. Comment ça se passe? Même avant qu'on ne fasse ça, il fallait faire un accord avec les autorités locales. Et je pense que c'est important de le dire, que c'était le chemin qui nous a été autorisé par les autorités locales. Donc ça, c'est le premier étape que je fais en tant que fixeuse. Nous parlons avec les autorités pour dire nous voulons faire ceci ou cela. Est-ce que vous pensez que ça sera possible? À ce moment-là, ils nous ont dit si vous voulez, vous pouvez y aller, mais tout dépendra de jour même, de la situation au jour même. Vous pouvez y aller ou ne pas y aller, on ne sait pas encore, mais vous pouvez essayer. Est-ce qu'ils vous offrent à ce moment-là je ne sais pas si on peut dire des garanties dans un pays en guerre, mais en tout cas sur la façon dont ces convois sont sécurisés? Est-ce que dans l'échange avec les autorités locales, ça a lieu? Est-ce qu'ils vous disent les véhicules sont blindés, les véhicules sont escortés? Les garanties, si vous voulez, ils nous disent qu'évidemment c'est dangereux et qu'ils ne peuvent pas assurer notre sécurité sur ce convoi une fois là-bas. Mais ça, si vous voulez, avant chaque reportage dans le Donbass, ils nous disent la même chose. La sécurité n'est jamais assurée nulle part. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'eux, ils ont un camion blindé, un camion anglais qui leur a été donné, qui est blindé, qui est censé être pare-balles et donc
protéger peut-être des éclats de certains obus. On sait qu'il y a des journalistes qui vont à Lysychansk parce qu'on parle beaucoup aussi entre confrères pour savoir un peu la situation. On sait qu'il y en a qui sont allés avec leur propre voiture. On sait qu'il y a des humanitaires qui y vont avec leur voiture. Et on se dit du coup que ce camion blindé serait sans doute la meilleure opportunité, la plus sécuritaire pour y aller. Ouais. Donc vous avez le feu vert de ces autorités. Ça veut dire le jour même, quelques heures avant, ils vous disent finalement c'est bon, vous pouvez y aller une fois que vous avez eu le préaccord? 2 jours avant, ils nous fixent le rendez-vous quelque part dans la ville en précisant que le matin même, nous aurons peut-être l'autorisation ou le refus. Mais nous pouvons essayer de venir et attendre si nous pouvons y aller. Pour vous, les choses sont claires à tout. Vous allez faire ce reportage? Vous allez monter dans ce convoi? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, on en parle beaucoup. Comme en plus, c'est quelque chose qu'on a calé 2 jours avant. On a eu 2 jours pour en débriefer. En plus, avec Frédéric, on avait cette habitude de énormément débattre de tout. Il prenait constamment le contrepoint l'un de l'autre pour essayer de faire avancer le débat. Et non, on hésite, mais on se dit que voilà, c'est là-bas que ça se passe. Il y a une situation terrible là-bas. C'est notre métier de montrer ce qui se passe là-bas. Et donc, on a envie de tenter l'opportunité. Mais oui, on hésitait tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qui fait pencher la balance? Déjà, on a rendez-vous normalement à 9h pour partir. Et finalement, il n'arrive qu'à 11h20 parce que justement, la situation, ils prennent des infos, etc. Ça met plus de temps à avoir des infos. Lorsqu'ils arrivent, ils aimeraient qu'on parte tout de suite, mais on leur dit c'est hors de question. Nous, on a besoin de parler avec vous avant de partir. Donc, on est à quel endroit, Maxime, à ce moment-là, précisément? On est à Bakhmout. C'est l'une des villes du Donbass vers lesquelles les Russes avancent, les Russes aimeraient bien prendre, car c'est un carrefour qui permet d'accéder à ces routes et qui permet notamment d'accéder à Lysychansk et Severodonetsk. Qui est aussi une ville bombardée de temps en temps, donc on se retrouve déjà dans la zone dangereuse à la base. Donc là, vous êtes à Bakhmout, ce convoi arrive avec du retard. Ils veulent partir tout de suite. Donc là, vous engagez un dialogue avec eux. Qu'est-ce que vous leur demandez à ce moment-là? On leur demande... Est-ce qu'on peut discuter ici? Oui, ouais. Et ils nous proposent à ce moment-là de prendre les voitures, de les suivre jusqu'au point où ils ont le rendez-vous avec les autres journalistes qui finalement, après, on a appris qu'ils sont partis avant, pour discuter là-bas. Ils nous ont dit, on vous explique tout ce que vous voulez, les règles de sécurité, et vous prenez les décisions là-bas si vous voulez aller ou pas. Oui, parce que c'est important de souligner qu'il y avait d'autres journalistes qui devaient monter avec nous, mais qui, à cause du retard, ils sont allés par leurs propres moyens. Et donc, on se retrouve là-bas où ils nous font le briefing de sécurité. Ils nous font ce qu'on vous dit, en fait. Ils disent non, on ne peut pas assurer votre sécurité là-bas. Non, on ne peut pas garantir que c'est évidemment qu'il y a des risques. Mais voilà, vous êtes dans un camion blindé, vous serez dans le camion, protégé, etc. On va donner de la nourriture aux gens, les évacuer. Vous pourrez filmer tout ça, etc. On sait qu'on voit une autre journaliste du New York Times qui est dans le coin. On lui demande aussi, on la consulte aussi. C'est l'idée de Fred, d'ailleurs, de la consulter. Elle nous dit, le leader de l'équipe qui part, moi j'ai travaillé avec lui il y a 2 jours, il est très sûr. Super, s'il faut aller, il faut aller avec eux. C'est ce qu'elle nous dit. À quoi ressemble ce convoi? Parce qu'en fait, ce mot convoi peut dire plein de choses. Évidemment, aujourd'hui, nous connaissons tous l'existence de ce camion, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs camions, il y a différents véhicules? S'il y a un camion et une camionnette. Verte? Oui, une camionnette verte. Il y a donc ce camion qui est un gros camion de route, en fait, mais blindé. Donc plus lourd, avec un pare-brise épais, etc. Et derrière, il y a un petit van de couleur verte dans lequel montent certains policiers. C'est des policiers qui le conduisent. Et donc là, vous êtes à Bakhmout. Vous prenez la décision de prendre part à ce convoi. Il est censé aller où? En combien de temps est-ce qu'on vous donne ces informations? On est à la sortie de Bakhmout déjà, après le dernier checkpoint de Bakhmout. Et il faut décider si nous voulons monter et continuer 1h30, ils ont dit. Ouais, c'est 1h30. La route devrait durer 1h30 vers Lysychansk. Comment est-ce que vous vous installez dans ce convoi? Où est-ce que vous prenez place tous les 3 dans ce camion? On monte tous au départ, on se met tous à l'arrière, donc dans la remorque qui est blindée. Elle a une porte qui se ferme et cette porte communique avec une autre porte qui permet d'aller dans le cockpit. Au départ, on se met tous à l'arrière, puis ils nous disent le début de la route est sûr, donc est-ce que vous voulez faire l'interview maintenant? Fred nous a filmé un tout petit peu à l'intérieur. Fred nous filme un petit peu à l'intérieur, puis on décide d'aller faire l'interview. Il y a donc le chauffeur à droite, car c'est un camion anglais,
la personne qu'on interviewe à sa gauche. Derrière, il y a quelqu'un. Et donc, à droite, derrière le chauffeur, Fred s'installe avec la caméra. Ils nous disent qu'il y a la place pour une personne pour être là-bas. Et donc, Oksana se met dans l'entrebâillement de la porte et moi derrière elle. Et on échange comme ça entre questions, traduction pour faire l'interview. Donc Frédéric s'installe derrière le chauffeur de façon, j'imagine, à pouvoir mettre sa caméra sur le conducteur qu'il interviewe, sur le passager. Sur le passager. Qui sont ces gens? Qui sont les gens qui se trouvent là, qui conduisent ce camion, qui accompagnent ce camion? L'information qu'ils nous ont donnée, ce sont les policiers et le chef de convoi, c'est le responsable, le chef policier de police de patrouille de la région de Lugansk. Je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais enfin, bref. Donc vous êtes avec des autorités locales, des policiers qui conduisent ce convoi humanitaire. Donc le convoi s'ébranle, vous deux restez à l'arrière, Frédéric bascule devant et commence l'interview. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On finit cette interview, on leur pose des questions jusqu'à quand ils vont le faire. Ils disent jusqu'à ce qu'il faut, on va le faire jusqu'au bout. Ça veut dire que vous échangez depuis l'arrière à travers cette porte qui est quoi? Elle est ouverte à ce moment-là? On est dans la porte en fait. Moi je suis penchée à moitié là où est Frédéric et moitié dans le petit couloir entre... Comment tu appelles ça? La cabine. La remorque, ouais, le cockpit et la remorque. Le cockpit et la remorque, et Maxime juste derrière. Et ils me disent, tous les deux, ils me disent les questions à traduire et je m'énerve un peu parce qu'il y a trop de bruit, ça vient de deux côtés. Donc Maxime, vous posez les questions à Oksana, derrière qui les et Frédéric d'ici. Et Frédéric de Fred pose d'autres questions. Pour que vous puissiez les traduire. Donc combien de temps dure cette interview? Est-ce que vous en souvenez de ça? Ouais, elle est comme d'habitude quand on filmait avec Frédéric, elle est beaucoup trop longue. Donc on a 15-20 minutes d'interview, quelque chose comme ça. Et on revient après quelques fois, non? Ouais, on a toujours, avec Frédéric, on avait toujours trop de questions à poser, toujours des dernières questions, et puis il faut en refilmer une, etc. Enfin, et puis il continue à filmer. Ouais. Donc voilà, et l'interview se termine, et donc Frédéric est installé derrière. Et, pour filmer la route. Voilà, on avait emmené un iPhone qui nous permet de filmer, qui est un appareil pour filmer la route, et du scotch. Et en fait, on voulait le scotcher sur le pare-brise pour filmer la route. On leur demande, ils refusent parce qu'ils disent que peut-être on va passer par des endroits stratégiques, etc. Et Frédéric me dit, mais si tu veux, moi je reste. Moi je m'en étonne. Pour moi, dans mon idée, on allait tous se retrouver derrière à un moment donné. Donc, je lui dis, mais tu reviens pas derrière? Il me dit, s'ils veulent bien que je reste, je reste. Et, je demande, ils disent qu'ils sont pas contre. Il peut rester s'il veut, les policiers. Et voilà, à ce moment-là, on a fait pas mal de routes, il s'est rien passé. C'est-à-dire que vous, à ce moment-là, vous refermez cette porte et vous vous installez derrière avec Oksana? C'est ça qui se passe? Oui, mais je pense qu'on a fait encore quelques retours pour leur dire des choses. Donc, à ce moment-là, moi, je me sentis plutôt sécurisée. Tout allait bien. On se rappelait d'autres questions. J'ai fait aller-retour, Maxime aussi, pour dire des choses à Fred. Est-ce que juste... Vous allez nous raconter ce qui s'est passé après, mais est-ce que jusqu'à ce moment-là, il y a des alertes quelconques? Est-ce que vous entendez des explosions? Est-ce que vous entendez des tirs? À ce moment-là, non. À ce moment-là, tout va très bien. La route est un peu abîmée, comme tout le temps. Oui, mais je change de temps. Je dis, je ne sais pas, mais je me sens, ça va. Je me sens bien. Je me souviens que je te dis aussi, j'ai plus du tout peur. Et tu dis, mais je ne sais pas si c'est bien. Ouais, c'est vrai, quand on commence un reportage comme ça, on a beaucoup peur au moment où on le commence, en fait, parce qu'on sait qu'on prend un risque, etc. Mais on peut pas avoir peur pendant les 3 heures que vont durer ce reportage, en fait. Et donc, au bout d'un moment, le niveau de peur, ça baisse. On est déjà sur cette route, ça se passe bien. Donc, on peut pas constamment avoir peur non plus, quoi. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui s'est passé au moment où cette frappe a explosé juste à côté de ce véhicule? Déjà... au bout d'un moment, le policier que nous avons interviewé nous a dit que nous sortons sur des chemins... terrain vague ou comment des chemins de terre. Chemins de terre, et que comme ça vacille trop, nous pouvons tomber. Il nous demande de nous abriter dans la caisse. Voilà, dans la caisse. Et de fermer les portes. Et fermer les portes parce qu'il claquait très fort. Donc on ferme les portes
Vous fermez la porte entre la cabine et l'arrière du camion. Il y a les deux portes et on ferme les deux portes. Ouais. On ferme les deux portes et on s'assoit. Et là, on entend une première explosion, mais un peu assez proche, mais pas non plus sur le camion, assez lointaine. Là, Oksana va J'ai dit, je vais voir comment va Frédéric. J'ouvre la première porte et je vois la deuxième porte avec un hublot. Je cherche le visage de Frédéric, je toque, il me regarde, je lui demande « tout va bien ?» Il me dit « tout va bien ». Je reviens et je ferme la porte et je dis « tout va bien ». On s'installe derrière. Première explosion, combien de temps avant une deuxième explosion? 10-15 minutes, c'était très éloigné. Ça n'a pas été une série d'explosions. Il y a eu juste cette explosion et la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette deuxième explosion? On était ici, on parlait de sujets, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va demander aux gens. Tout d'un coup, j'entends une très grosse explosion et puis j'entends plus rien. Voilà, il y a tout d'un coup, il y a énormément de bruit. Moi, j'ai presque l'impression qu'il y a une explosion à l'intérieur du camion, en fait. Il y a beaucoup de fumée qui rentre. Moi, j'entends des objets métalliques rebondir partout dans la cabine du camion. Je vois des petites étincelles, il y a une odeur de poudre. Et en fait, on était collés contre la paroi gauche du camion, assis contre la paroi, et on entend cette explosion. Et en fait, on reste assis, on est surpris, on a un moment, on est un peu ébahi. On était comme ça, côte à côte. Exactement, assis comme ça, et on se regarde, en fait. Et là, je regarde au-dessus et je vois à 10-20 cm au-dessus de nos têtes un trou comme ça dans le blindage, de la taille d'un ballon, quoi. Je le montre à Oksana. Parce que je ne l'ai pas vu, tellement j'étais assourdi par l'explosion. Je le montre à Oksana, elle m'attrape par le gilet et on se couche dans la cabine du camion. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé à ce moment-là? Non. Moi, je comprends qu'on a été touché et je me dis, heureusement, je ne comprends pas ce qui s'est passé devant. Donc moi, je comprenais qu'on a été touché, j'avais peur et j'étais heureuse que nous ne sommes pas touchés. Moi, je sais que je sens une petite douleur dans la jambe, mais je m'aperçois que j'ai le jean troué et une petite pointe de sang, mais vraiment pas grand-chose sur la cuisse. Je sais que j'essaie de regarder à travers les hublots, voir ce qui se passe dans la cabine. Je vois que le pare-brise est étoilé. Mais à ce moment-là, pas une seconde, je peux imaginer qu'il est arrivé quelque chose à Fred, quoi. La seule chose que je me dis, c'est j'espère que le chauffeur va bien pour nous sortir de là. Et on sent que le camion accélère et on roule très très vite en direction Lysychansk. Ça veut dire que le camion ne s'est pas arrêté au moment de cette explosion? Le camion a continué de rouler. Il a accéléré tout de suite après. Couché au sol, puis vous relevez pour vérifier que... Non. Je relève juste la tête comme ça, mais on reste allongé. On reste allongé, les têtes sous les banquettes, sans le plus plat possible. Le camion accélère? Jusqu'où? Jusqu'à Lysychansk, jusqu'à ce qu'on arrive à la ville. On n'était plus très loin, je pense. On a dû rouler 5-10 minutes. 5-10 minutes jusqu'à arriver là-bas. Je sais moi, j'ai très très peur. On est couché, on se demande s'il y en a un autre qui va arriver. On a toujours ce trou, cette lumière qui sort de ce trou au-dessus de nous, dans cette paroi qu'on pensait blindée, qui était blindée, mais qui a été transpercée. Et puis au bout de 5-10 minutes, on finit par arriver à Lysychansk. Là, il y a un des policiers qui ouvre la porte. Et qui dit qui dit un gros mot, ils sont allongés au sol. Et je lui réponds, on est vivant, on est juste allongés. Il nous dit, sortez vite. Donc là, on sort du camion, on est au milieu d'une rue de Lysychansk. On voit des gens qui courent partout. On est devant un grand escalier, un bâtiment, ce qui semble être un bâtiment administratif utilisé par policiers, militaires, on ne sait pas trop. Je vois on est en train de longer la cabine. Je vois tous les militaires qui descendent et je vois pas Fred descendre. Donc je me souviens que je me mets à crier Fred, il est où Fred, etc. J'essaie de remonter dans la cabine. Les policiers nous en empêchent. Je leur demandais est-ce que Fred ça va, est-ce qu'il va bien, Ils me répondent non, il va pas bien, il va pas du tout bien. Ensuite je leur dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut l'aider, comment je peux aider. Et ils nous disent abritez-vous vite derrière le bloc de béton. Je sais qu'il se passe un petit moment où je sais pas, je suis juste debout au milieu de la rue et je fais que de crier Fred, je sais pas pourquoi, je crie, je l'appelle.
À force, ils finissent par nous ordonner quand même de nous accroupir à côté de ces blocs de béton. Puis là, du moment de stupéfaction, je repasse à un moment de peur, quoi, en fait. On a peur que ça continue à bombarder autour. J'entends encore des explosions. Moi, j'en entends rien parce que j'entendais très peu de choses après l'explosion. Et là, je lui dis à Oksana, il faut qu'on aille s'abriter, il faut qu'on rentre dans ce bâtiment. Et je dis, on peut rentrer. Ils disent, oui, allez-y. Et on monte l'escalier en courant pour s'abriter dans le bâtiment qui semblait être un poste de police. Ouais. Là-dedans, on rentre dans l'entrée. Il y a une espèce de salle d'attente qui est dans un renfoncement entre 3 murs sans fenêtre. Donc, ils nous disent de nous mettre là-bas pour être à l'abri d'autres explosions. Je sais que je m'accroupis dans un coin. Je demande comment ça va. Je vois Oksana qui essaie de parler avec eux, mais qui les entend pas bien. Et à ce moment-là, j'entends les policiers parler entre eux. Ils disent, nous avons un 200 et un 300. Et je connais les codes. 200, ça veut dire personne morte, et 300, personne blessée. Ah, et dehors, j'ai vu aussi un policier qui saignait. Sa tête était couverte de sang, comme ça. Et du coup, je leur dis, 200, c'est Frédéric? Et ils me disent oui. Là, Oksana, moi, je suis toujours accroupi. Je comprends rien à ce qui se dit. Oksana revient vers moi. Elle se penche et elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. Et elle me dit que Fred est mort. Là, je pleure beaucoup. Je sais qu'à un moment, je m'énerve, je tape contre un siège, il me demande de faire moins de bruit. Je pleure, j'ai peur, je repleure. Il nous propose un calmant, je refuse. Il y a une équipe de journalistes allemands qui est amenée avec nous, qui est mise en sécurité avec nous, qui disent qu'ils ont su ce qui s'était passé. Ils veulent rassembler tous les journalistes pour nous évacuer de la ville parce que c'est trop dangereux. Moi, à ce moment-là, il m'appelle parce que j'ai besoin d'envoyer les cartes de presse de Frédéric, de donner nos noms, de donner nos données. Je les entends très mal. Il me donne le calmant. Je prends le calmant parce que j'étais prête à prendre tout pour pouvoir comprendre. Je les entends pas, je comprends pas. En même temps, j'essaye de faire tout le... C'est pas l'administratif, mais je ne sais pas, de chercher les documents sur mon portable que je vois très mal, de se rappeler comment on s'appelle tous, de leur donner toute l'information, de prendre leur numéro de téléphone pour savoir ce qu'on fait après et à qui je peux appeler. Moi, je sais qu'ils veulent regarder, du coup, comme je dis que je saigne de la jambe, ils veulent regarder. Il y a un médecin qui essaie de m'emmener dans une pièce, mais je veux pas aller dans la pièce parce qu'il y a une fenêtre. Je sais pas, je veux m'éloigner des fenêtres, m'éloigner du ciel. En fait, j'ai peur que ça retombe. Il regarde vite fait, il dit que tout va bien. Puis voilà, là, on a plein de sentiments partagés, on a peur, puis on a honte d'avoir peur parce qu'on se dit qu'on devrait penser à aider Frédéric, mais en même temps, on peut pas l'aider. On pense à ce qui va se... On réalise pas. Quelqu'un m'amène le caméra de Frédéric, je la prends, je vois qu'elle est couverte de sang. Je regarde mes mains et je vois le sang sur mes mains et aussi les petits bouts de quelque chose. Et je commence à paniquer. Il y avait quelqu'un qui vient vers moi et qui essuie mes mains avec ses mains. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes retourné auprès de ce camion Non, quelqu'un a amené le caméra dans le poste. Il disait, il a le caméra. Je dis, je le prends, donnez-moi le caméra. Je prends le caméra, je le prends comme ça, je le mets sur moi. Et à ce moment-là, je vois qu'il est couvert de sang et que mes mains sont couvertes de sang. Et c'était le moment peut-être le plus stressant où j'ai réalisé ce qui s'est passé parce que j'ai vu le sang et le bout de quelque chose sur mes mains. Et j'ai compris que c'est Frédéric. Et j'étais comme, j'ai dit, je le sens. Et quelqu'un de journaliste ou un fixeur juste nettoie avec ses mains là, mes mains, et je me calme. Ouais, elle est venue me montrer ses mains en disant regarde. Et c'est là que tu pleurais aussi. Tout ce temps-là, vous n'êtes pas auprès du camion. Non. Vous n'avez pas vu Frédéric. C'est-à-dire qu'on vous a confirmé sa mort, mais... Si, au moment où je vois qu'il descend pas et que j'essaie de me réavancer vers la cabine, j'ai juste pu voir ses jambes qui étaient allongées dans la cabine. Moi, je sais, quand ils m'ont demandé, il est mort, j'ai dit, vous êtes sûr? Et ils m'ont dit, vous comprenez quelque chose dans la médecine, vous voulez vérifier? Et là, ils m'ont un peu remis je comprenais qu'il y a... Je suis pas un médecin pour constater. Comment est-ce que vous avez été prise en charge? Parce que ce drame intervient, vous êtes à Lysychansk.
le camion a été bombardé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment on vous accompagne? Qui vient vous chercher? On n'est pas pris en charge. C'est la guerre, ça bombarde partout. Ils ont d'autres choses à gérer que nous. Ils courent dans tous les sens. On a abordé tout à l'heure, le chauffeur, en fait, a été blessé aussi parce qu'un éclat a transpercé le pare-brise, a transpercé son casque et lui a ouvert le crâne. Et donc, il saignait abondamment. Donc, il fallait qu'il s'occupe. Il roulait dans cet état-là. Il avait vraiment une cascade de sang sur le visage quand on l'a vu. Et donc, ils avaient tout ça à gérer. Ils couraient dans tous les sens. Donc, personne nous gère. Moi, je suis accroupi dans le coin, je suis tout seul. Il y a cette équipe de journalistes allemands qui arrivent. Ils étaient 3, plus un Allemand ancien militaire qui assurait leur sécurité. Ils essaient vaguement de me parler, mais je les écoute pas, je les comprends pas. Ils nous forcent à boire de l'eau. Il faut qu'on mange. Ils me disent qu'ils ont une voiture blindée, qu'ils sont avec eux et qu'on peut aller avec eux. Mais je pense qu'on attendait l'accord de la police, des militaires. La police voulait pas qu'on reparte tout de suite. Ils disaient que ça bombardait trop et surtout ils voulaient rassembler tous les journalistes de la zone pour pouvoir les évacuer. Ah, oui, parce qu'il y avait une autre voiture derrière après. Ouais. C'est ça. Oui. Parce qu'il y a d'autres journalistes dans ce convoi qui suivaient en voiture. Qui étaient partis avant. Et ils sont partis avant nous. Combien de temps est-ce que vous êtes resté à Lysychansk? Combien de temps est-ce que vous êtes resté dans cet état? Est-ce que vous vous en souvenez même aujourd'hui? Moi, je n'ai aucune idée. Aucune idée non plus. C'était irréel, quoi. Je me souviens juste d'être accroupi dans ce coin, à pleurer. On ne sait plus trop quoi penser. À un moment donné, je me persuade que du coup, on va pas monter dans ce camion, comme si on allait pouvoir revenir en arrière et pas le faire. Je pense à qui je vais appeler. Est-ce que je sais pas. C'est irréel, en fait, comme moment. Après, un policier vient me voir en disant que nous devons monter avec les journalistes allemands et que le corps de Frédéric sera emmené par une autre voiture avec nous jusqu'à Bakhmout. Est-ce que vous y croyez à ce moment-là? Est-ce qu'on a le temps de comprendre ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'on a le temps de réaliser, Maxime? Non. À ce moment-là, non seulement on n'arrive pas à y croire, moi je sais que à ce moment-là, j'ai absolument pas envie de prendre cette route, quoi. On s'est pris un obus sur cette route. Je me dis que c'est débile, mais je me dis il faut pas que Fred reprenne cette route comme s'il pouvait lui arriver autre chose. Moi, j'ai peur pour moi. Je suis persuadé que si on reprend cette route, on va se refaire bombarder, en fait. Donc, j'ai pas envie d'y aller. Et à la fois, quand ils me disent il faut y aller, j'hésite pas non plus. Enfin, je sais pas, c'est une sorte de lâcher prise. Il y a des gens autour de moi. Moi, en plus, j'ai la barrière de la langue. Je comprends rien de ce qui se dit autour de moi. Je vois des gens courir partout et crier, mais je sais pas qui parle. Il y a les Allemands qui essaient vaguement de parler en anglais avec moi, mais j'ai pas non plus envie de discuter. Je sais pas, quand ils nous ont dit d'y aller, j'ai juste suivi et c'est tout, quoi. Moi, je pense que je comprenais ce qui se passe parce que la compréhension est venue après avoir vu le sang sur les mains. Ce qui me sauvait et ce qui me mettait sur des rails, c'est le fait que je devais organiser quelque chose parce que Maxime ne comprenait pas ce qui se passe et je comprenais que je dois tout expliquer, tout traduire, comprendre, prendre le numéro de téléphone. Donc ça m'a beaucoup aidé de rester forte et de pouvoir continuer, aller ensemble. Je savais qu'on doit rester ensemble, que je dois expliquer ce qu'on fait, etc., etc. C'est vrai qu'elle a été extrêmement courageuse malgré le choc et la tristesse. Elle continuait de faire l'effort intellectuel, d'aller voir les policiers, de venir me traduire, m'expliquer ce qui se passait, de retourner les voir. Quand on examine ma jambe, elle est avec moi, elle est tout le temps restée à essayer de comprendre ce qui se passait. Et elle faisait l'effort de venir m'expliquer après. Et ouais. Merci. Est-ce que, en quelques mots, comment est-ce que vous avez été accompagné ensuite? Au bout de combien de temps? Vous avez décrit ce qu'on peut évidemment comprendre, cette immense solitude et cette incompréhension qui s'est abattue sur vous là en quelques instants, loin de l'endroit où vous dormiez, loin dans un pays en guerre de chez vous. Est-ce qu'à un moment donné, tout ça se remettra jamais droit, mais un peu plus en place pour pouvoir avancer et comprendre un peu ce qui va se passer dans les jours qui suivent? Ça se remet en place après l'évacuation, je pense. Quand on remonte dans ce camion, qu'on fait la route dans l'autre sens, une bonne partie de la route, j'ai très très peur. Je suis couché sur le siège avec un casque sur la tête. Et
quand on arrive, quand on commence à avoir quitté la zone dangereuse, on est toujours en route. Là, je commence à me dire, il faut absolument que je reprenne du réseau, il faut absolument que j'appelle mes proches, que j'appelle la rédaction. Je sais pour travailler dans ce milieu que ça peut aller très très vite l'information et qu'il avait dû se passer au moins 2 heures, puisqu'on a mis 2 heures à revenir, que ça devait sûrement se savoir. Et ce que je voulais, c'est prévenir le plus vite possible la rédaction pour qu'ils préviennent ses proches et mes proches pour dire que j'allais bien. Et donc à ce moment-là, quand on redevient actif, quand on reprend le téléphone, quand on a quelque chose à faire, ça va mieux. À ce moment-là, je vois qu'un Allemand a le réseau, il parle le téléphone et je lui dis « Donne ton téléphone à Frédéric. » Ouais, Frédéric, à Maxime. Et il t'a donné son téléphone. Ouais. Je l'ai dit au début de nos échanges, vous teniez à raconter cette histoire parce que c'est important pour Frédéric. Dans quelques instants, vous nous raconterez comment il était exigeant, entre autres choses, beaucoup d'autres choses. Raconter les faits pour corriger aussi certaines choses qui ont été dites, aussi pour aider à ce que l'enquête avance. Vous avez été auditionné aujourd'hui, je crois que c'est important de le dire, la justice française, le parquet national antiterroriste s'est saisi de cette affaire, a ouvert une enquête. C'est important aussi de raconter à la justice ce qui s'est passé, j'imagine. C'est important parce que la justice de notre pays, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui condamne les crimes et c'est ce qui, en tant que victime, nous soutient. Et je sais que moi, surtout, si je fais ça, c'est parce qu'il y a vraiment une question auquel je rêverais d'avoir la réponse, c'est de savoir pourquoi ils nous ont tiré dessus. Est-ce qu'on était vraiment visés? Est-ce qu'ils savaient qu'on était à l'intérieur? Est-ce qu'ils savaient que c'était un convoi humanitaire? Est-ce qu'ils ont fait tout ça délibérément? Vous avez une conviction déjà? Oui. Il y a eu un tir qui a touché le camion. Un seul tir. C'était pas une pluie d'obus, il y a eu juste un seul tir qui a touché le camion. Je tiens à dire qu'il y a aussi une affaire ouverte en Ukraine et qu'on a été aussi auditionné en Ukraine avant. Donc c'est un effort de 2 pays que je pense qu'ils doivent mettre ensemble pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Les humanitaires, les journalistes étaient la cible selon vous? Les deux? Moi, je ne peux rien affirmer. Moi non plus. Difficile de savoir s'ils savaient qu'on était à l'intérieur. En revanche, le camion, je pense qu'on a vu des images, c'était un camion qui apportait des provisions et qui ramenait des civils. Et qui était siglé, vous confirmez? Il était marqué dessus qu'il y avait... C'était marqué aide humanitaire en anglais, Humanitarian Aid, et le drapeau d'Ukraine, petit devant. Oksana, je l'ai dit au tout début de cette émission, vous êtes enseignante. Vous êtes ukrainienne, vous êtes enseignante. Et juste avant l'émission, on s'est croisés quelques secondes à peine avant que vous n'arriviez ici. Je disais à Maxime, en vous regardant, Oksana, elle est peut-être encore plus journaliste que nous. Et Maxime a dit, ouais, elle est meilleure que nous. Elle est meilleure que nous. Et je voudrais juste qu'on prenne un moment pour raconter ce que vous faites aussi, parce que vous, je dis vous, Oksana, vous, ce que vous avez fait là, vous nous l'avez raconté, mais il y a tellement de fixeurs, il y a tellement d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui aident nos équipes, qui participent à l'information, qui aident à faire en sorte que l'information sorte de ce pays en guerre pour accéder au plus grand nombre possible. Ça signifie quoi pour vous de faire ça? Pour moi, c'est une manière d'aider mon pays. Quand la guerre a commencé, je n'étais même pas en Ukraine, mais je comprenais que je ne peux pas rester ailleurs, que je dois revenir dans mon pays. Et puisque je parle le français, un peu d'anglais, c'est les connaissances que je peux mettre au profit de mon pays. C'était un coup de chance que quelqu'un m'a proposé de remplacer une autre fixeuse. J'ai commencé par France 2. Ensuite, ça s'est enchaîné de bouche à l'oreille. Quelqu'un donnait mon numéro de téléphone et j'ai continué comme ça. Ce travail, on l'a raconté dans nos émissions, Maxime, on l'a fait ensemble, être accompagné de personnes comme Oksana, en fait, c'est même pas que ça facilite, c'est que ça rend beaucoup du travail possible, en fait. C'est même vital. Enfin, vous voyez, là, on parle de cet événement. Si elle n'avait pas été là, j'aurais rien compris, j'aurais pas pu parler, je sais pas ce que j'aurais fait. Et dans tout le reste de l'Ukraine, c'est important effectivement pour faire nos reportages, pour traduire les questions quand on les pose, mais pas seulement, pour parler au checkpoint, pour s'organiser, pour savoir quel sujet est possible, quel n'est pas possible, négocier avec les personnes, poser des questions sur notre sécurité, savoir si c'est sûr d'aller là-bas, etc. Sans les fixeurs, on n'a pas tout ça en fait. On est coupé de cette culture et de cette langue et ils sont vitaux. Ça veut dire que c'est une grande responsabilité et je commence à m'inquiéter encore plus. C'était la meilleure. Bon, vous faites un travail formidable, Oksana, je vous le dis vraiment. C'est important de raconter ça aussi aujourd'hui parce que, en tant que journaliste, en tant que collègue, comme beaucoup, j'ai été évidemment
touchée par ça, et par le communiqué qui a suivi, qui émane d'une agence russe. Elle cite un responsable mineur de la région de Louhansk, et en fait, on ne va pas entrer dans l'immense détail, mais accuse Frédéric d'être mercenaire et pas journaliste. Vous, je sais que ça vous a mis en colère. Très en colère. Bien sûr. C'est d'une indécence, en fait. On en vient même à se demander comment ces gens peuvent prétendre être un État, gouverner un peuple, ou en tout cas si on a des institutions qui sont capables de tels mensonges et de telles désinformations. Et j'ai même pas envie de leur répondre parce qu'en fait, c'est évident qu'ils mentent, et je pense qu'il suffit même de regarder le visage de Frédéric pour comprendre que c'était pas un mercenaire. Alors, vous savez quoi, la meilleure des réponses, je vais la lire à nouveau à nos téléspectateurs. C'est la maman de Frédéric qui a répondu à ce communiqué. Je pense que ces mots sont les plus pertinents. Vous allez découvrir. À l'attention de l'agence TASS et des responsables de RPL Bonjour, je suis la maman du jeune journaliste que vous avez tué hier. Votre communiqué me donne la nausée. Bien sûr, vous cherchez lâchement à vous dédouaner, mais sachez que jamais vous ne réussirez à salir sa mémoire. Tout le monde ici connaît son engagement professionnel, personnel pour la démocratie, le respect humain et surtout une information libre, impartiale, honnête. Toute notion qui semble bien éloignée de ce qui vous anime. Aujourd'hui, mes pensées vont à toutes les mères ukrainiennes qui pleurent leurs enfants, tous les enfants ukrainiens qui pleurent leurs parents, toutes les mères russes qui ont vu trop tôt leurs jeunes partir soldats, qui ne réveilleront pas et qui se demandent pourquoi. Moi, au moins, malgré la douleur, je sais pourquoi mon fils est mort. Un jour, les véritables responsables de cette absurdité criminelle devront rendre des comptes. Je pense que ce message répond de la plus belle des manières à tout ça. On regarde une séquence. Vous nous expliquez pourquoi elle est importante pour Frédéric. Ici, à la rédaction, on l'appelle la séquence Gladiator. Regardez. Les images qui vont arriver. Si ces Voilà. récoltes sont coincées ici, d'autres auraient carrément été subtilisées. C'est ce qu'affirme Sergueï. Pourquoi elle est importante pour Frédéric, cette séquence? Pourquoi il y tenait tant? Parce que, vous voyez, ce moment-là, pour raconter les coulisses, c'était, on faisait un sujet sur le blé, on était à Mykolaïv, on avait encore fait une interview trop longue. Et après, on est juste dans un champ parce que cet homme, c'est un agriculteur où toutes ces terres ont été confisquées par les Russes. Donc, il peut pas nous montrer ces terres. Donc, on avait pris un champ au hasard. Et à ce moment-là, pour le dire, il faut dire qu'il y a des militaires qui s'inquiètent parce qu'il y a un checkpoint pas loin et qui commencent à nous poser des questions. Et il y a même un agent du SBU qui est là et qui nous attend pour prendre nos cartes d'identité, etc. Et malgré ça, Frédéric, il aimait tellement la bonne image qu'il me dit « Attendez. » Et il prend quand même le temps de faire marcher, de faire des allers-retours à cet homme alors qu'on a des officiers qui sont plutôt énervés, qui nous attendent. Et que j'essaie déjà de parler avec les gens des SBU pour dire « Oui, tout va bien, tout va bien. » Et oui, il s'énervait, il dit « Mais pourquoi vous continuez ?» etc. Et Frédéric, c'était impossible qu'il ne prenne pas cette image, quoi. Et on comprend l'allusion, on dit Gladiator, évidemment, Oui. la scène mythique de ce film où on voit cette main sur le blé. On regarde Frédéric. Il a participé à cette émission qu'on a fait ensemble. Vous y avez participé tous les deux, qui s'appelle Reporter de guerre. On avait souhaité dans cette émission que vous nous racontiez ce qu'était le quotidien aussi des reporters sur le terrain, comment vous choisissiez les sujets, ce que vous voyiez, comment vous viviez ce conflit. Et on a souhaité à cette occasion mettre tout le monde devant la caméra, même si ceux qui sont discrets, je crois que c'était le cas de Frédéric, très discret, un peu forcé sa nature, mais il est passé devant la caméra à vos côtés, Maxime. Et ce jour-là, il nous racontait avec vous les enfants de la guerre que vous aviez rencontrés et quelques séquences qui l'avaient touché. Oui, tout à fait. Les rencontres qu'on a pu faire dans différentes villes, à Dnipro ou ici à Zaporijjia, d'enfants qui sont traumatisés, mais qui continuent aussi à vivre leur vie d'enfant, qui veulent jouer, qui veulent sourire. Et aujourd'hui, nous avons rencontré dans un shelter souterrain 2 petites filles qui, quand elles nous ont vus avec le matériel, la caméra et le micro, se sont précipitées vers nous pour jouer avec nous, rigoler. Elles ont pris le micro, elles voulaient faire des reportages. C'est peut-être les futures rédactrices de BFM TV. Et voilà, c'était vraiment touchant parce que c'est des enfants qui ont besoin de rigoler, qui ont besoin de continuer à vivre en fait leur vie d'enfant, mais on le sent quand même quand on les voit, quand on les rencontre, que quelque chose ne va pas. Quand on a tourné ce sujet dans le centre de réfugiés à Zaporijjia avec la psychologue, on a fait le même constat avec Maxime, que ces enfants, on ne savait pas vraiment dire pourquoi, mais ces enfants avaient vraiment l'air marqués, ça se voyait, ça se sentait dans leur regard. J'ai l'impression que cette séquence, je dis la vérité, je n'étais pas un proche de Frédéric. J'ai travaillé avec lui, je l'ai côtoyé, mais bien moins que vous. J'ai beaucoup lu, écouté de choses à son sujet depuis lundi. J'ai l'impression qu'elle le résume beaucoup, c'est-à-dire à la fois son engagement journalistique, son engagement d'humain, et puis le sourire. Ouais, il
Il était tellement, on peut pas dire heureux de faire ça parce qu'on montrait des choses difficiles, ces enfants qui vivaient dans les abris, mais il était tellement content de pouvoir montrer, de contribuer à montrer ce qui se passe là-bas, de contribuer à faire circuler l'information, à montrer les images de ces deux petites filles qui étaient dans cet abri. Il faisait ni ça ni pour la gloire, ni pour le travail, il faisait ça parce qu'il y croyait profondément, il était profondément engagé là-dedans et ça se sent quand il en parle. J'ai beaucoup entendu à son sujet, mais vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, l'espèce de perfectionnisme. Parfois, on se demande si la vocation vient, a priori la sienne était totale, et donc il était perfectionniste. Quitte parfois à vous faire perdre du temps, Oui. comme vous l'avez raconté tout à l'heure. C'était pas tout le temps facile à vivre, on finissait souvent à 1h, 2h du matin. Sur des courtes séquences, il pouvait rentrer avec 2-3 heures de rush qu'on devait condenser en 1 minute 40. Et au début, quand on choisissait toutes les images qui nous plaisaient, ça faisait 6 minutes. 6 minutes, pas mal. Bon, on recommence. Il n'arrivait pas à réduire, il sous-pesait chaque plan, il adorait ça et il voulait jamais partir. Combien de fois on s'est retrouvés à l'attendre, on avait fini l'interview, il y avait souvent des gens qui s'étaient déplacés pour nous, qui étaient pressés, qui s'impatientaient, Oksana essayait de les calmer. Et Frédéric, il continuait à filmer toujours plus d'images. Je lui disais, mais Frédéric, pourquoi tu filmes tout ça? On s'en servira pas. Et il me disait qu'il voulait vraiment être sûr d'avoir le plus beau plan possible, quoi. C'était important pour vous que ce soit lui, Maxime, parce que vous êtes retourné en Ukraine avec lui. Je me souviens, nous étions parlé de votre première mission dans un terrain dans un pays en guerre. Il y avait cette confiance aussi. Ouais. C'est ma 2e mission que j'ai fait pour la première fois avec lui. Avant, je le connaissais quasiment pas. On s'était croisés à une soirée, on avait parlé 10 minutes. Et quand je suis parti avec lui, tout le monde m'a dit « Tu vas voir, il est super, etc. Il est hyper agréable. » Et on est parti une première mission 20 jours ensemble. Et en fait, ce que j'adorais, c'est qu'il était... Avec lui, on débattait de tout, on parlait tout le temps de ce qu'on allait faire, on sous-pesait chaque chose, on avait tout le temps un contrepoint, on discutait. Et c'est incroyable parce que je pense que j'ai jamais autant débattu des sujets avec quelqu'un et de manière aussi douce. Il y a des fois où sa contradiction m'énervait, j'avais envie de m'énerver, mais on pouvait pas face à Frédéric, qui était tellement doux, attentionné, paisible à l'écoute. Et il m'inspirait confiance, quoi. Et donc, quand on m'a proposé de repartir pour la 3e fois, moi, j'ai dit, je veux attendre que Frédéric soit dispo pour partir. Ouais. Cette guerre, elle continue, on est à plus de 100 jours. En préparant cette émission, évidemment, on s'est dit qu'il fallait raconter qu'il était important de continuer à le faire. Vous allez y retourner, Maxime, ou pas? Est-ce que vous souhaitez y retourner un jour? C'est un peu difficile de vous répondre maintenant. Je pense que là, déjà, pour l'instant, le seul objectif que j'ai, c'est d'essayer de faire tout ce que je peux faire pour rendre hommage à Frédéric, passer tous ces moments difficiles et puis après réfléchir un peu. Là, pour l'instant, je me projette même pas, je me projette pas assez loin pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant d'y aller, j'avais fait une introspection. Je m'étais vraiment posé la question. Je voulais être sûr d'y aller pour une cause, pour quelque chose en lequel je croyais et pas pour la frime ou quelque chose. Parce que je me disais, s'il m'arrive quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie si j'y suis allé pour une autre raison qu'une vraie cause. Et je sais qu'il était exactement pareil. On en a beaucoup discuté. Il pensait exactement la même chose. Et même après ça, même après cette horreur, même après qu'on nous ait enlevé Frédéric, j'y crois toujours. Et je sais qu'il y croirait toujours aussi. Je lisais dans le portrait que lui ont consacré nos confrères de Libération cette phrase. Alors d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que derrière vous, on voit Frédéric en train de faire un selfie, mais c'est un moment de loisir. Il relate les propos de confrères de la rédaction, de consoeurs, qui disaient que c'était vraiment pas le genre à aller faire un selfie avec un gilet pare-balles et un casque sur la tête. Non. Partagez évidemment cette conviction. Oksana, la guerre, elle continue. Nous allons continuer de la raconter. On le fait sur BFM TV. Nous continuerons chaque jour de raconter ce qu'il faut raconter, évidemment. Comme par exemple, un instant, on apprend que la moitié de Severodonetsk a été reprise par l'armée ukrainienne, que ces combats continuent, que cette guerre, elle continue. Elle avait commencé en 2014 et là, elle est à plus de 100 jours de l'invasion russe. Qu'est-ce que vous souhaitez raconter, vous, encore, Oksana? Moi, c'est sûr que je vais revenir dans mon pays et je vais... Qu'est-ce que je veux raconter? C'est difficile de répondre. Je pense que je veux raconter continuer à raconter la vérité
Et je ferai sûrement une petite pause de quelques mois avant de reprendre, mais j'en suis sûre que je n'abandonnerai pas à aider en tant à faire le travail de fixeuse ou faire autre chose. Parce que c'est pas que le travail de fixeuse que je faisais pendant tout ce temps-là. Mais je pense que le plus important, c'est de dire que je suis là pour aider à raconter la vérité au monde de ce qui se passe. Je ne veux pas passer mon message. Je veux être aider les autres journalistes, parce que je ne suis pas journaliste, de raconter la vérité. Avec confiance dans l'avenir de votre pays, dans l'issue de cette guerre? Quand je demande toujours les militaires qui me plaisent de dire est-ce que je leur demande quand est-ce que ça sera fini, quand est-ce que vous pensez que ça sera fini. Beaucoup disent que ça va durer longtemps encore. Ça me fait peur, c'est très stressant, mais j'ai confiance en la justice, que la justice soit rétablie un jour. Oui, je pense que c'est le bien qui doit gagner, pas le mal. Vous avez la même confiance, Maxime? Vous la partagez? Vous l'avez vu sur le terrain? C'est assez difficile de dire ce qui va se passer là-bas, que ça va être très long. Je pense que c'est assez probable. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai parlé avec beaucoup d'Ukrainiens, que ce soit des volontaires, des civils, des militaires, et ils ont tous une foi dans ce qu'ils font. C'est un peuple très résistant qui, je pense, saura tenir aussi longtemps qu'il le faut. Ouais. Je vous remercie 1 milliard de fois d'avoir été avec nous. Je vous renouvelle au nom de toute la rédaction, de tout le groupe, tout notre soutien, toute notre affection, évidemment. Frédéric rentre mercredi. Un hommage lui sera rendu vendredi, ce sera place de la République à 18h30, évidemment, pour entendre à nouveau parler de lui, avec ce sourire que vous apercevez derrière moi et ce que vous avez contribué à faire également ce soir. J'aimerais juste préciser, parce que je pense que c'est important, que de ce que les militaires nous ont dit, il a pas souffert et il n'aurait même pas vraiment eu le temps de s'en rendre compte. Et je pense que c'est important à souligner. Merci beaucoup, Oksana. Merci. Maxime, et j'adresse évidemment à nouveau toutes nos condoléances, tout notre soutien à la famille, aux proches de Frédéric que vous voyez sur cette image. Bonne soirée.